Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. Et là, la robe de la femme, Il n'y a aucun... rien. Ouais, y a aucun... Tout est vide. 4 années de guerre, des millions de morts, et maintenant, Pierre, c'est la paix qu'il faut gagner. Un galop de barbares sur le sol gaulois foule l'ordre romain. Attila, roi des Huns, a traversé le Rhin. La Gaule flambe comme une torche. J'ai fait un petit peu des recherches, et je ne suis pas content. Je pousse un coup de gueule. Tu m'as demandé de décrire. Mais c'est Moi, je suis parfait. parti. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Tu le fais super bien. Peut-être ce que j'aime dans l'histoire, c'est subitement cette notion d'ampleur. Qui disait bande dessinée disait les trucs populaires, pif, gadget, tu vois, voilà. Il ne contextualise pas le brouillard, il le révèle par un geste effectivement de grattage. Je peux te dire que ça va être non seulement tripant, mais que ça va être sanglant et que tu t'y crois. Enfin bon, non, ça je te le garde pour après. Tu teases. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Bon, j'ai été chercher ça dans ma bibliothèque. Alors je te rassure, évidemment on va pas faire tous les volumes. Après Cosmos, ça sent le souvenir d'enfance encore. Voilà, exactement, tu as tout compris. Il s'agit, si tu veux le décrire... Alors, il s'agit sur plusieurs volumes de l'histoire de France en bande dessinée. Donc je prends le volume 1, on va tourner autour de ça j'imagine. C'est sous la forme d'un fascicule, c'est-à-dire c'est souple, ce n'est pas... est-ce que c'était vendu en kiosque Oui, c'était vendu en kiosque, absolument. Voilà, et en fascicule, comme tu dis. C'est par numéro, donc c'est le numéro 1. Le titre est très clair, Histoire de France en bande dessinée. Les éditions, alors il semble qu'il y ait un combo entre Larousse, donc éditeur entre autres du dictionnaire, plutôt dans l'éducatif. Exactement. Et FR3, l'ancêtre de France 3. Voilà, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Qui était une chaîne de télé, non pas un éditeur a priori, mais qui a son logo. Ça coûtait 9 francs. Exactement. Et c'était mensuel, c'est précisé. Alors il n'y a pas le mois précisé, mais on rentrera dans le détail plus tard. Et donc là, ce numéro 1 est consacré à Vercingétorix et César. Mais on est loin d'Astérix, on est dans un graphisme plutôt réaliste. En fait, j'ai rien à faire, tu vas faire toutes les missions. Tu m'as demandé de décrire. Mais moi, je suis parti. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Tu le fais super bien. Alors, je vois la signature tout de suite, signé, je crois que c'est Victor de la Fuente. Je connais son nom, mais c'est pas un dessinateur que je m'en vais. Je connais bien. Je vais faire toute seule. Je vais avoir des questions, t'inquiète, je vais avoir des questions. Et qui représente Vercingétorix a priori, qui est reconnaissable à sa moustache, à cheval, en train d'attaquer, avec derrière d'autres Gaulois, qui ont des armes à la main, mais lui il est à cheval. Et alors le dessin est daté de 1976, je ne sais pas si le numéro est daté de 1976, mais bien sûr, puisque quand on retourne, alors il n'y a rien sur la tranche, je précise, parce que des fois c'est des tranches relativement épaisses. Dans le numéro de novembre 76, qui sera donc le deuxième. D'accord. Donc là on était certainement en octobre 76. C'est l'annonce du numéro 2 effectivement. Voilà. On voit la prochaine couverture du numéro 2, qui a priori n'est plus du même dessinateur. Et non. Et celui-là, tu le connais aussi. Alors, il y a un R. Ri, B, Ra.
Ribera, qui est le dessinateur de quelque chose dont on parlera peut-être un jour, d'une série de science-fiction. Même on va en parler là. D'accord. Donc, qui est dessinateur d'une série de science-fiction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Vagabond des Limbes. Exactement. Voilà. Et donc, c'est lui qui va illustrer la couverture numéro 2, après peut-être l'intérieur. Ah oui, oui. Et alors, il y a un déroulé donc le titre, ce sera Quand la Gaule devint la France, Attila, Clovis. Et alors après, tu as une espèce d'effet d'annonce avec des phrases. Un galop de barbares sur le sol gaulois foule l'ordre romain. Attila, roi des Huns, a traversé le Rhin. Citation, l'herbe ne repoussera plus là où mon cheval a passé. La Gaule flambe comme une torche. Face à Attila Aetius ou Aetius, je ne sais pas, le dernier des Romains. À Lutèce, Geneviève, citation, ils ne passeront pas. Clovis, chef de tribu, à la conquête d'un royaume. Au partage du butin, le vase de Soissons, cauchemar de plein d'écoliers à l'époque. Un baptême contre une victoire, et consacré par Byzance à rassembleur des Francs, Clovis règne à Paris, sa capitale. Dis donc, hein Ouais. Ça, c'est pas du teaser, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est utile de te dire que moi, ça... T'es passé à côté? Ah mais c'est plus que passer à côté, j'ai dû passer devant et le toiser en disant ça c'est pas pour moi. Parce qu'à cette époque-là, mais moi l'histoire, je n'en avais rien à faire. C'était une des matières qui ne m'intéressait pas du tout. Et en bande dessinée, oui, il est arrivé que des bandes dessinées m'intéressent à l'histoire, mais alors vraiment pas par l'aspect documentaire, quoi. Oui. Alors, comme tu l'as dit précédemment, oui, pour moi, c'est un énorme souvenir d'enfance. Je crois qu'à l'époque, comme tu as dit, tu as employé des termes vraiment très, très importants qui étaient déjà fascicules. Effectivement, c'était des choses que l'on achetait en librairie. Enfin, chez le marchand de journaux, pour être vraiment très précis, pas avec les autres livres. Et la collection consiste en 24 fascicules de 48 pages. Dans chaque fascicule, tu avais 48 pages. Ouais, donc tu as à peu près l'équivalent d'un album de bande dessinée de l'époque. Exactement. Et dans chaque fascicule, tu as effectivement, comme tu as dû le comprendre, tu as 2 épisodes. Voilà. Et ça a commencé donc en octobre 1976. Je suis désolé de ne pas paraître plus intelligent que ce que je suis, mais non, j'avais pas compris que c'était 2 épisodes. Je pensais que c'était Vercingétorix contre César. Ah non, oui. Alors, voilà, à chaque fois, il y aura 2 découpages, ce qui fait que dedans, il y aura deux types de dessinateurs différents et 2 scénaristes différents. Voilà, on a le droit à 2 épisodes par fascicule, voilà. Ok, et avec 2 dessinateurs à chaque fois. Et avec 2 dessinateurs à chaque fois, voire même des fois 3 épisodes. Enfin, le découpage est parfois assez aléatoire. On te présente toujours 2 épisodes sur la couverture. Dedans, tu as un petit chapitrage qui peut être différent. Mais parce que là, dans ce cas-là, c'est toujours Victor de la Fuente qui s'occupe du cœur des Gaules sur 2 parties qui sont un peu distinctes. Et après, mais ça on le verra un petit peu plus tard, il y a un autre dessinateur qui prend le relais. Mais pareil au niveau des scénarios, on a plusieurs, on a à chaque fois normalement 2 personnes qui écrivent. Voilà. Il y a marqué là dans les scénarios par exemple de Victor Morat et Pierre Castex. Voilà. Alors ça va être un mélange. Alors pourquoi pour moi ça a été très important. Alors oui, j'avais peut-être un petit peu plus d'appétence pour l'histoire. Enfin, comme j'avais surtout une grosse appétence pour la BD, c'est vrai que Histoire de France en bande dessinée, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et disons que je sais pas si on va commencer par ça, mais il y a 24 fascicules et tu vas très vite comprendre qu'en fait, évidemment, après... j'ai d'autres numéros, j'ai pas toute la collection. À l'époque, quand j'étais petit, je l'avais quasiment en intégralité. Ça s'est malheureusement perdu dans différents déménagements et le temps venant. Enfin, tu sais, il y a toujours plein de BD que malheureusement on garde pas. Ça a toujours été l'un de mes regrets. J'ai commencé à essayer de reconstituer ma collection. Le who's who des dessinateurs de cette collection, quand je vais commencer à te dire les noms, tu vas tomber par terre. C'est juste incroyable. Donc, tu as déjà dit... alors, peut-être ça, on va se le réserver pour un petit peu plus tard. Ce qu'il faut dire, c'est le contexte. C'est-à-dire que ça, c'est la fin des années 70.
Et il y a eu une réforme de l'éducation nationale qui a fait un petit peu de bruit et qui a amené à une espèce un peu de toute l'intelligentsia autour de l'histoire a voulu essayer, enfin c'est un peu étripé autour de cette grande réforme qui était sur 69 et 75 et qui parlait, disons, de plutôt mettre le français et les maths d'un côté, les matières fondamentales, le sport, et tout le reste, histoire, géo, sciences, musique, dessin, c'était les disciplines d'éveil. Et ça, tu parles de ça au primaire ou au collège ? Eh bien, le primaire, ça a commencé en 69, et le secondaire, pour notre partie qui nous intéresse, c'était justement en 75. Et là, subitement, il y a eu une espèce de petite bataille d'Hernani. Oui, non, c'est pas bien, on est en train de ruiner l'histoire, les jeunes ne s'intéressent plus à ça. Et c'est là où arrive, et alors là, j'ai fait juste quelques petites recherches, qui a créé cette série chez Larousse, puisqu'évidemment, ça vient de l'éditeur qui était un peu spécialisé aussi en ouvrages scolaires. Figure-toi que le mec s'appelle Michel de France. Ah, d'accord. Ça ne s'invente pas. C'est son histoire, en fait. Voilà, ça ne s'invente pas. Pour faire vite, parce que voilà, on va pas non plus détailler, on n'est pas là pour faire un versant politique ou sociologique de tout ça. L'autre élément important, c'était effectivement de redonner le goût de l'histoire, d'avoir une espèce de matériel pédagogique en fait, même si ça c'était pas forcément à destination des enseignants, mais de trouver un moyen de redonner le goût de l'histoire plutôt pour le public jeune. Et effectivement, il y a eu cette idée de faire appel à la bande dessinée. C'était quand même encore assez rare à l'époque. Et donc, ils ont quand même eu cette idée assez géniale. Et c'est là, tu as employé tout à l'heure un autre mot qui était super important, mais qui a été employé par eux aussi. C'était le mot de faire appel à des dessinateurs réalistes. Et ça aussi, c'était en fait assez rare, le dessin réaliste. Alors, j'avoue que j'ai pas trouvé trop d'éléments là-dessus. Tout le monde disait qu'à l'époque c'était un petit peu en perte de vitesse. Bon, ça, j'arrive pas trop à me rendre compte. À cette époque-là ? Oui, alors peut-être qu'il y avait la BD type un peu comique, un peu évidemment Astérix, tout ça, le phénomène gros nez, tu vois ce que je veux dire, machin. Il y avait certainement l'arrivée à cette période-là. Il y a aussi l'arrivée de tout un peu les déviants de pilotes là qui ont fait des BD plus modernes. Avec plus de recherche dedans et tout ça. Donc, il y avait... Enfin, il y en a qui se sont éloignés du réalisme à l'ancienne, old school, là, comme ça, là. Alors, tu vas voir, cette collection réserve d'énormes surprises. Mais ça, on y reviendra. Non, mais tu es d'accord avec moi qu'entre Pilote, Charlie Manson et tout ça, il y avait des dessinateurs avec des styles plus marqués. Alors, plus marqués, oui, mais qui peut-être étaient quand même aussi plus expérimentaux. Ouais, voilà, mais qui était un décalque un peu quand même qui partait du réalisme aussi. Je veux dire, on n'était pas... Moi, je pense qu'il voulait plus dire que qui disait bande dessinée disait les trucs populaires, pif, gadget, tu vois, voilà. Donc c'était à mon avis plus ça, l'idée de faire appel quand même à des dessinateurs entre guillemets réalistes pour transmettre l'histoire de France. Alors, on va faire quand même assez vite, mais je pense qu'il faut ouvrir. Enfin, je vais te dire en fait le casting des dessinateurs parce que je pense que c'est ça qui parle le plus. T'as vu, tu as cité, il y avait donc Ribera qui est connu pour le Vagabond des Limbes. Ouais, et je précise que donc là tu viens de sortir un volume qui était sous plastique, comme un comics de collection qu'on n'ose pas prendre avec les doigts. Voilà. Alors il y a tiens regarde, ça tombe bien. Il y a là pour l'épisode La Ruée des 1, je sais pas si tu connais ce dessinateur, mais c'est Raymond Poivet. Oui, il avait une série chez, je sais plus si c'était Dargaud, quoi, qui s'appelait Les Pionniers de l'Espérance, qui même était avant. En fait, c'était pas chez Dargaud au début, c'est une des plus vieilles, mais qui a été rééditée plein de fois. C'est l'une des plus grandes séries de science-fiction françaises à peine du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc, même c'était pionnier dans la bande dessinée. Donc le casting des dessinateurs. J'aimais pas du tout son dessin. et alors là, justement, il est encore plus expérimental parce que je sais pas si tu te souviens. Expérimental, le mot que j'aurais utilisé, tu vois. Mais... Tu regardes un peu quand même le traitement hyper pas détaillé des fois, tu vois. Enfin, je veux dire, les lavis en fond,
c'était l'un des dessinateurs qui posait le plus de problèmes. Parce que dans Les Pionniers de l'Espérance, il était très en mode noir et blanc, bande dessinée américaine comme Milton Caniff, comme on l'a vu. Et là, il lâche un petit peu tout. Enfin, tu vois, il y a même des fois des visages où il y a quasiment plus de détails dessus. Donc, il y a un côté presque impressionniste quand même qui commence. Tu vois, la manière de traiter certains décors, certaines choses, c'est assez quand même. Tu vois là, le dessin de la mort au-dessus d'un champ de bataille et tout est quand même assez, commence à pousser un petit peu les limites. Et surtout qu'après, tu vois, on passe sur le manque de détails. Et je dirais aussi, il travaille avec. Alors moi, je suis pas bon en technique, mais il y a quelque chose d'assez épais dans son ancrage aussi. Ouais. Et presque, alors pas brouillon, c'est pas le mot, mais quand même. Tu vois, c'est très très lâché, alors que il était connu pour son noir et blanc. Un peu moelleux, un peu sculptu, un peu bien non, mais je posé reconnais et tout. quand même, tu vois, je reconnais son trait et c'est pas un trait que j'affectionne. Ah non, mais ça après, et alors tu vois, pour l'épisode suivant, on est chez Ribera, où alors là, il y a un côté, bon alors là, peut-être entre guillemets plus classique, mais alors de lui se dégage toujours, je trouve, une ambiance un peu fiévreuse. Enfin, tu vois, et puis il y a un traitement des couleurs là. Je dirais, alors on retrouve un truc là tout de suite du Vagabond des Limbes, c'est un aspect presque psychédélique. Voilà. Alors qu'on est chez Clovis. On est chez Clovis. Ou le vase de Soissons. À fond de belles moustaches et de casques en métal et tout ça. Et il y a quand même, alors les couleurs jouent beaucoup. Je sais pas qui faisait les couleurs, mais il y a un petit côté comme ça. Je pense que c'était quand même eux, tu vois, qui géraient les dessinateurs. Tu vois, enfin, puis là, la manière qu'il a de traiter le ciel, un ciel très sombre, très 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 noir. Puis effectivement, il y a des effets de monochromie où il y a juste une palette très réduite de 2 couleurs ou 3, avec 2 dégradés de bleu et puis un violet très agressif pour le premier plan. Ça donne tout de suite une ambiance qui est assez folle, quoi. Oui, mais ce qui est le plus troublant, en fait, c'est la différence entre les deux sur un même numéro. C'est 2 types de dessins très différents, et puis peut-être aussi de découpage et tout ça. Est-ce que tu sais, toi, dans quelle mesure ils avaient une liberté Ah ben ils avaient, je pense... graphiquement, quoi Ah ben graphiquement, tu vas voir, parce que là, t'as rien vu. C'est-à-dire que là, tu penses que c'est psychédélique et que l'autre machin, mais quand je vais te montrer les autres exemples, quand on va continuer le Wouzou, tu vas pas en croire tes yeux. C'est-à-dire que moi, c'est là où cette série m'a littéralement transcendé, transporté et m'a énormément marqué. Et quand je le lisais jeune, il y avait effectivement des dessinateurs que j'aimais, et tu vas comprendre pourquoi, mais tu vas en connaître d'autres. Et effectivement, il y avait des trucs qui me terrifiaient, que je ne comprenais pas et que je n'aimais pas. Et là, je parle uniquement du dessin. Je parle pas encore de l'aspect, justement, histoire de France, mais je pense que même à la fin, c'est peut-être ce dont on va le moins parler. Une assemblée parlementaire, les 500, un général en uniforme, Napoléon Bonaparte, et l'un, le général, est au milieu des députés de l'autre. Et les députés entourent ce général, le bousculent de partout, le bourrent de coups de poing, l'injurient, l'insultent, le traitent des mots les plus effrayants, et le général a peur. Et le général défaille. Et le général s'évanouit, et il faut que les grenadiers qui l'entourent l'emportent. Il a fui, et il a eu peur. Cela, c'est l'épisode dominant du coup d'État du 18 Brumaire, qui s'est d'ailleurs passé le lendemain, le 19 Brumaire. On ne sait pas très bien pourquoi on parle du coup d'État du 18 Brumaire. Mais pareil, je reviens sur le numéro 1, on est passé de Victor de la Fuente, qui est aussi, voilà, pour le coup, assez classique, très bon ancrage. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu plus classique, mais bon, voilà, mais par contre, il a une vigueur au niveau du dessin. Alors, Victor de la Fuente, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Wouzou, il y a des dessinateurs espagnols, italiens, français. C'est ce que j'allais dire. Donc là, c'est l'internationale européenne réunie. Je pense que si De La Fuente, ça n'avait pas inconnu, il a dû participer, faire des histoires courtes dans des registres d'horreur, policiers, etc. Mais partout. Il a surtout aussi, après, quasiment à la même période, participé à la création de À Suivre,
où il a eu une série qui s'appelait Agarth, mais qui a été un peu oubliée, mais qui vient d'être rééditée. Chez Dargaud ou Le Lombard ou Casterman, je sais plus, mais qui était une espèce de truc d'héroïque fantasy, mais en noir et blanc, mais à suivre. À suivre. Voilà, qui a été un peu oublié au milieu du chemin. On pensait à suivre. Ça date de quelle époque? C'est fin des années 70 aussi, dans la foulée de Pilote, de Métal Hurlant et L'écho des savanes. À suivre arrive juste après. 78. D'accord que les dessinateurs d'à suivre, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas réalistes quand même, quoi. Bien sûr, non mais après c'est une auberge espagnole, il y a de tout, comme dans Métal Hurlant. Il y a eu même Margerin au début il faisait de la SF, mais après il a inventé Ricky, je veux dire il faisait des gros nez aussi, mais d'une manière différente que Placide et Museau, quoi. Et c'est surtout que là encore sur le numéro 1 on passe de Victor de la Fuente à un truc, alors lui, tu vois, c'est Raphaël tout court, mais son vrai nom, c'est Raffaele Carlo Marcello. Mais si, tu le connais, Yann, je suis sûr que tu le connais. Tu lisais Pif Gadget, quand même. C'est vrai qu'il faisait Docteur Justice. Et ben voilà. Je l'ai reconnu au trait. Et pas du tout au nom. Qui était quand même notre série culte de notre enfance. Quand on était tout petit, cette espèce de Dr House qui faisait du karaté. Voilà, avec une gueule quand même très européenne, pour pas dire américaine. Enfin, c'est carré, entre Delon et un américain, gueule carré. Et qui faisait des prises de karaté de Mawashi à longueur de planche. Alors tout en soignant les gens. Et en soignant les gens, Parce qu'évidemment, dans Pif, il y avait tout un côté humaniste et tout ça, dans toutes les BD, quoi. Mais j'ai jamais relu ça, et je serais curieux de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà. Mais en fait, mais comme quoi, quand même, un trait, ça marque, parce que évidemment, je n'ai pas relu ça, effectivement, depuis. Et t'as trouvé tout seul 45 ans, mais ça m'a sauté aux yeux sur un visage, en fait, tu vois. Celui-là, en fait. Mais voilà, mais c'est exactement ça. Et évidemment, il y en avait beaucoup qui venaient de Pif Gadget. Ils ont été les chercher chez Pif Gadget et chez Pilote, les dessinateurs. Mais c'est là quand même le nez des mecs. Michel Defrance et toute son équipe un petit peu éditoriale. Peut-être qu'ils ont appelé un gars et qu'ils ont dit, bon alors c'est quoi les dessinateurs du moment, tu vois. Mais là on en est à 2 numéros, je sais pas si tu vois déjà ce que je t'ai sorti. Mais sache qu'après je tape au hasard où je veux. Alors attends, c'est un recueil là, parce que là, on a un ouvrage qui s'appelle Histoire de France en bande dessinée aussi, mais qui est avec une couverture cartonnée qui a l'air plus épais. Qui réunit plusieurs épisodes en fait. C'est-à-dire que cette série a tellement été importante, elle a eu tellement de succès, qu'une fois sur 2 ans, l'édition intégrale des fascicules terminée, elle a été rééditée plusieurs fois, et cette fois avec des volumes où on réunissait plusieurs fascicules. Et là, c'est annoncé, de la Révolution de 1848 à la Troisième République. Et là, cette fois, et là, je pense que déjà, peut-être là, rien que cette case-là, celui-là, tu le connais. Celui-là, me parle, Et c'est qui, ça? J'hésite entre plusieurs, là, parce que... Non, vas-y, tu vas trouver tout de suite. Non, mais j'ai peur de dire une connerie. Non, bon, d'accord. En fait, j'aurais dit Manara, mais voilà, tu vois. Et monsieur, question pour un champion, c'est bon. Énorme. Et voilà. Alors, Manara qui s'occupe notamment de l'épisode après de la commune, je peux te dire que ça va être non seulement tripant, mais que ça va être sanglant et que tu t'y crois. Et que effectivement le côté hyper sensuel de Manara, qui est quand même connu pour des dessins très érotiques. Des BD très érotiques. Là évidemment, dès qu'il dessine une femme dedans, Dieu merci, il ne les déshabille pas complètement, il reste sérieux. C'est ce que j'allais dire, c'est la première fois que je lis une BD de Manara où pour l'instant tu ne vois pas un bout de sein. Les femmes restent habillées du début jusqu'à la fin. Mais quand tu vois une femme qui tient son bébé et qui sont à 2 doigts d'être fusillées par les opposants à la commune, enfin, je veux dire, ça, là encore. Non, mais en vrai, celle-là, elle est magnifique. Parce qu'il y a tu vois, regarde, des grands. Et puis, il y a une espèce de découpage des dessins. C'est ça, il éclate les cases, les personnages dépassent dans la case suivante. Ou la case d'avant. Il y a des grands panoramiques, là, il y a des gens qui se font fusiller pendant la commune. Qui sont fusillés sur un mur, là, ça prend toute une longueur. Puis j'ai vu il y a des portraits de Jules Vallès, des portraits très réalistes. C'est dingue. Et là, il y a cette image qui rappelle, alors c'est des espèces de lutteurs, j'ai l'impression, non? De jongleurs, lutteurs. On essaie quand même de s'amuser avant que la commune ne vire de manière sanglante. C'est très beau. T'as des explosions. C'est incroyable.
Et encore, je te dis, on n'a rien vu. Alors, on va peut-être faire une petite bifurcation. Non, oui, parce que voilà. Enfin bon, non, ça, je te le garde pour après. Tu teases. Mais, tiens, on va continuer l'ordre un petit peu chronologique. Bah, tiens, tu vois, de nouveau. Alors, évidemment, il y en a qui reviennent. Hein. On revient plus. Voilà, là, on était des Capétiens aux croisades, donc on retrouve Victor de la Fuente. Ouais, puis j'ai vu qu'il y a Ribera aussi. Je sais pas si tu vois cette pleine page. Ouais. Des invasions normandes un peu, enfin bon, on peut pas relire. Faut imaginer que parce qu'on parle de dessin à l'audio, mais là c'est une pleine page avec plusieurs images qui se télescopent à l'intérieur. Plusieurs scènes, des gros plans de visage, des morts, les sarrasins qui débarquent, des visages en même temps, très expressifs dans la souffrance. Et tout traité de manière quasi monochromique avec des dégradés de jaune. On va dégrader entre le jaune et le rouge. Voilà. Avec beaucoup de orange. Mais voilà, déjà au niveau dessinateur, on n'a encore rien vu, on en fera peut-être une autre partie un peu plus vers la fin. Mais effectivement, à chaque épisode, ça change. Alors, d'un point de vue scénaristique, la façon dont est traitée l'histoire de France, après la polémique liée à cette réforme scolaire, elle va aussi perdurer avec l'édition de cette série, qui va être très populaire. Ça se vendait énormément. Très vite, ça va même dépasser le cadre du public des jeunes, car en fait, les professeurs vont s'en emparer. Larousse va constater qu'il y a plus de 6000 professeurs qui vont même s'abonner, puisque tu pouvais t'abonner, tu sais, il y avait un coupon où tu pouvais, au lieu d'aller après les acheter chez le marchand de journaux, tu pouvais les recevoir directement chez toi. Et alors il y aura des polémiques parce que effectivement au niveau, alors d'autant plus maintenant si avec le recul quand on relit la façon dont est présentée l'histoire de France, il y a quand même pas mal de petits trucs où on va tiquer. La dernière version que je te présente aussi là, qui sont dans des recueils un petit peu plus solides, enfin encore plus... Oui, puis alors c'est plus FR3, c'est Larousse et Le Monde. Voilà. Ça a été réédité. Encore une fois, jusqu'en 2008, pour te dire à quel point ça a marqué. C'est ceux d'époque qui sont réédités. Ah oui, il y a aucune... Il y a juste des préfaces en plus qui recontextualisent un petit peu en disant, ouais alors... pardonner un petit peu la vision de tel épisode ou pardonner ceci. Et alors, tu as un exemple de truc qui est discutable, quoi? Alors, il y en a plein en fait, mais ça va de, par exemple, pour aller très vite dans une période plus récente vers la fin, vers la Seconde Guerre mondiale, la rafle du Veldiv est traitée évidemment en une case, et grosso modo, tu as un peu l'impression que c'est pas du tout de la faute de la police française. D'accord. Tu vois, okay. C'est encore, c'est en une phrase, c'est un peu présenté, c'est un peu la faute de la Gestapo. Bah non, okay. On le sait que non. Et même déjà à l'époque, on doit le savoir, même si on le dit pas encore non plus. Il n'y a pas que dans cette série qu'on on le dit pas totalement. C'est pas forcément une volonté des scénaristes, mais ça fait partie des aberrations de ce qui est retransmis de l'histoire, où on déculpabilise la France, etc. quoi. Disons que on est encore, cette bande dessinée véhicule encore la notion de roman national, c'est-à-dire que le but est d'essayer de synthétiser, et c'est pour ça que l'utilisation de la BD est effectivement une idée assez bonne, où, comme tu l'as dit, y a un découpage souvent en grandes cases, en grandes scènes. Il y a très peu d'utilisation de la BD dans sa notion de séquence, d'art séquentiel, tu sais, où on va décomposer quelqu'un en train de courir, comme là, un peu, on le voit souvent dans Tintin, voilà, il y a quand même une grande utilisation de la notion séquentielle en bande dessinée. Comme dans les mangas, par exemple. Ou alors en plus, voilà, en pire dans les mangas. Il est vrai que ici, ça ne va pas être le cas. On est plus dans des instants qui voilà. On voit des vignettes en quelque sorte, quoi, qui synthétisent un moment. Exactement. Alors oui, de temps en temps, il y a effectivement sur 3 cases, il y aura peut-être un mouvement. Là, on a vu tout à l'heure l'épisode du vase de Soissons. Là, effectivement, il y a un découpage en séquence. On fait monter la tension avant que celui qui avait. Qui l'a cassé alors ce vase de Soissons? Voilà, je t'avoue, j'ai pas révisé. Non, c'était. Il se fait buter. Et là, effectivement, on rentre dans l'instant présent et on rentre dans la séquence. Parfois, suivant certains épisodes, on passe subitement de la grande histoire à une histoire un petit peu plus personnelle, avec peut-être 1 ou 2 personnages qu'on va croiser au début d'un épisode et qu'on va recroiser à la fin.
Il y a dans mon souvenir, mais je ne sais pas si je l'ai ici, il y a voilà, d'une guerre à l'autre, il y a ce petit moment émouvant où je crois que ça c'est sur les 2 guerres mondiales, c'est ça? Voilà, et alors c'est surtout l'épisode d'une guerre à l'autre, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres. D'accord. Ouais. Où effectivement, là on est sur un autre dessinateur, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors on va voir, là, je vais évidemment pas le retrouver tout de suite. Mais enfin bon, il y avait 2 personnages et on va les revoir à la sortie. On les voit au début, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Oui, bah oui, si, on les voit là, justement, à la première case, je suis bête. Avec un papa qui dit à son fils, 4 années de guerre, là il parle évidemment de la Première Guerre mondiale, qui a été une boucherie sans nom. 4 années de guerre, des millions de morts, et maintenant, Pierre, c'est la paix qu'il faut gagner. Alors, il y a un côté très paternaliste, très leçon, didactique, en fait, très leçon. Et évidemment, l'épisode se termine, mais enfin là, c'est pas spoiler alerte, où on est à la dernière page, sur le bas de la planche. Évidemment, on a le temps, la guerre est déclarée. Cette fois, c'est la seconde. C'est le journal. Le journal, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on retrouve le papa avec son fils. Le papa a vieilli. Et 20 ans de paix que c'est bref. Ouais, voilà. C'est assez touchant quand même. Mais si c'est tout à fait, voilà. Je trouve que justement c'est quand même très très fort. Donc là, bon voilà, on est sur un autre type de dessinateur. La montée du nazisme. Voilà, on est toujours dans un réalisme quand même assez. Oui, là il y a beaucoup de choses et tout. Mais alors si tu veux, là je vais revenir à l'épisode d'avant parce que là je vais te montrer, parce que là on est dans les 2 topissimes des dessinateurs italiens. Donc là on est chez, si je me trompe pas, Sergio Topi. À chaque fois je mélange les 2. Bah, évidemment j'ai Dino Battaglia et Sergio Topi, mais là oui, je crois que c'est Topi. Enfin, tu vois, là on est dans des constructions de planches, des chromatismes, des couleurs. Ouais, puis là ça commence à être expérimental, tu vois. Un graphisme assez intéressant. Voilà. Qui est assez difficile à traduire à l'oral, mais soit il y a beaucoup de hachures, soit il y a des aplats de couleurs très très pâles et très grises. Là on est sur un autre dessinateur. Voilà, et alors là il y a beaucoup de blanc. C'est-à-dire là, il joue énormément avec des effets de blanc où il y a carrément rien dessiné, très aéré, très épuré. Enfin, je veux dire, tu vois, tu as quand même des expérimentations. Tu as surtout de fou. Une variété de styles qui est impressionnante en fait, parce que moi c'est la première chose qui m'a étonné quand tu as ouvert le premier volume, c'est qu'il y ait 2 dessinateurs sur un numéro et qu'en fait il y ait cette foule de dessinateurs qui succèdent avec des styles très variés et du coup alors je reviens à ce que je disais au départ. Moi, je pense qu'à l'époque, ça me serait tombé des mains, même si j'avais reconnu des dessinateurs, parce que l'histoire me barbait vraiment beaucoup. Mais en le voyant aujourd'hui, je me dis que ça, c'est un côté attractif, un atout, cette grande variété de styles selon les récits, quoi. Espagnol, Enric Sio, je sais pas si je prononce bien son nom. Enric, pardon, oui. Sio. Et alors là, pour moi à l'époque, ça me faisait quasiment peur, quoi, tu vois, parce que c'est très contrasté. Ah ouais, et puis il y a beaucoup de lavis, d'aquarelles, mais qui sont saturés vraiment à mort. Ouais, puis là, il y a un effet. De grattage, voilà, on voit une diligence. Un fiacre. Un fiacre, pardon, je cherchais le mot. Cette case, on va la décrire même si c'est de l'audio. Il y a la ville en fond qui est stylisée, c'est-à-dire qu'il y a les contours de la ville et c'est
rempli d'une espèce de... Alors, tu disais du lavis rouge... Voilà, une aquarelle, alors là qui est un peu plus intense, mais il la traite, il fait exprès de ne pas le faire de manière unie. Oui, c'est ça, voilà. C'est un rouge avec plein de dégradés de noir dedans. Et surtout avant, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est au fond, mais en fait, il y a encore un autre fond avant qui est la planche elle-même, toute blanche. Toute blanche. Voilà. Et donc, effectivement, on voit un bout de silhouette de ville. En arrière-plan. Voilà, en arrière-plan. Et en premier plan. Ce fiacre de dos, avec un conducteur, on voit que le chapeau qui dépasse et les chevaux qui sont devant en perspective, quoi, fuyante. Et elle est toute noire, en fait, il y a la silhouette du fiacre, et c'est gratté, comme tu disais, avec donc traversées de traits blancs qui... Et donc, comme s'il y avait un brouillard, comme s'il y avait... Il récupère le blanc qui est au fond, mais effectivement, il veut donner certainement une sensation de perturbation, de brouillard, mais il s'embête pas à faire un brouillard autour. Il ne contextualise pas le brouillard, il le révèle par un geste effectivement de grattage, et c'est là où c'est fou, parce qu'effectivement il est en train de d'happer ton regard de lecteur en te disant presque même regarde ce que je fais, et que même si les gens n'ont pas forcément des notions de dessin, soit tu te dis mais qu'est-ce qui se passe sur cette case, soit même si tu le devines, tu te dis wow, c'est audacieux quoi, et c'est une case lambda, hein, je veux dire, mais après lui c'est en permanence, il fait que des trucs comme ça. Enfin, tu vois, là, il y a la fameuse, le prince impérial Louis-Napoléon est tué dans le rang de l'armée anglaise au cours d'un combat contre les Zoulous, 1er juin 1879. Wow. Là encore, le corps des Zoulous, comment il est traité, avec quasiment nu de dos. Voilà, de dos, avec des noirs très puissants. Là encore, un traitement quasi... monochrome, à peine là on passe même pas du jaune au rouge, on est vraiment dans des dégradés, voilà, jaune orangé, et je veux dire c'est clair, les visages à chaque fois, et là la robe de la femme, il y a aucun, tout est vide. En fait il amorce sur les contours le drapé, mais il s'arrête vraiment au contour quoi, et après pour le coup dedans il ne fait aucun détail, c'est hyper suggéré en fait, c'est-à-dire que c'est toi qui vois le mouvement ou pas quoi. Ouais, ou les détails, hyper stylisés, même sa coiffure, il n'y a pas de trait dedans. Oui, quand je dis le mouvement, je voulais dire voilà. les reliefs. Et voilà, alors moi du coup là... tu vois, et encore je te dis, j'ai pas toute la collection, et il y a encore 2-3 autres, parce que voilà, dans les dessinateurs, on a quand même fait un petit peu le tour. Dino Battaglia aussi est très connu, il faut quand même que je le cite, parce qu'il a fait beaucoup de récits après... des adaptations de Lovecraft, de Poe. Il a participé à la revue Linus en Italie, qui est très importante, qui était un équivalent un peu de Pilote, on peut dire, entre Pilote et puis un peu plus moderne, parce que Linus, la revue est arrivée vers la fin des années 60, enfin le mi-temps des années 60 plus exactement. Mais je voulais pas oublier, parce que ce qui était drôle, c'est que donc tous ces gens-là, quand même, effectivement, venaient de leurs différents pays, mais ont beaucoup travaillé, voilà, ils ont beaucoup travaillé et avec Pilote, et certains avec Pif Gadget, ce qui déjà au niveau des provenances, parce qu'il faut quand même dire aux gens que Pif Gadget c'était quand même a priori plutôt... Pour les petits. Oui, et puis plutôt d'obédience communiste. Oui, carrément. Voilà. Alors que Pilote, venait peut-être un peu plus même si c'était piloté par Goscinny, c'était peut-être plus, pas de droite, c'est pas exactement ça. Non, mais plus... post-gaulliste, on va dire. Enfin, tu ouais. vois, plus, en fait, la couleur politique, elle a pas trop non plus, mais c'était... une autre ambiance quoi. Elle a un peu dépendu aussi des époques et des gens qui avaient derrière, mais c'est vrai que c'était c'était classique. Mais ça n'a pas empêché plein d'expérimentations. Mais du coup, moi, la réflexion que je me fais en découvrant ça, c'est que, parce que moi, j'avais pas l'idée d'un contenu comme ça, bien que, encore une fois, il y a des types de graphismes dont je suis pas fan, mais cette variété et ce choix en fait de confier à des scénaristes et à des dessinateurs différents et tout, ce qui fait que c'est pédagogique sur l'histoire, mais c'est un peu pédagogique sur la bande dessinée aussi. Ah mais carrément. Parce que tu dis que ça a eu un gros succès, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû se confronter, qui s'attendaient à quelque chose de basique, réaliste, et qui se retrouvent avec des dessins quand même assez... t'as vu un peu la palette, et encore il nous en manque quelques-uns, mais ça ne cesse de changer en permanence, et évidemment je pense que tout le monde a dû avoir, en tout cas au niveau public jeune, je pense qu'on avait tous des réactions un peu épidermiques sur certains dessinateurs, tu vois. Alors que évidemment maintenant ce serait presque l'inverse. Ceux qui me fascinent le plus sont peut-être ceux qui me faisaient le plus peur, mais c'est normal. C'est logique. Ouais. Mais c'est
effectivement, ce à quoi je voulais arriver et pourquoi je veux en parler dans l'étagère, c'est que je trouve que on peut redire au niveau de l'histoire, mais au niveau, comme tu dis, encyclopédie de la bande dessinée et des différents styles de la fin des années 70, c'est juste une référence, quoi. C'est complètement dingue. Et ça nous a appris, je pense, à avoir des envies par rapport à la bande dessinée qui vont très très loin. Et justement, ça a permis aussi au temps de faire son travail, tu vois. À ouvrir la curiosité, en fait. Exactement. Malgré toi, puisque tu l'ouvres, t'as pas le choix. Et en fait, quand tu dis, il y en avait certains qui me faisaient peur, etc., est-ce que ça veut dire qu'il y en a, tu les lisais pas parce que le graphisme était trop pour toi, trop... Non, parce que je pense que non. C'est-à-dire que... T'étais pas du genre à sauter, toi, dans les revues, les pages trop difficiles et tout ça. Moi, si, quand même, ça m'est arrivé, ça. Je veux dire, j'avais peut-être plus de mal à lire tel épisode, mais en fait, je me souviens que quand même, j'y retournais. Parce que tu sais, enfin, je pense que ça devait t'arriver aussi. C'était pas pour faire un côté misérabiliste, mais enfin bon. Oui, t'en avais pas tous les jours. T'en avais pas tous les jours, donc de toute façon, combien de fois est-ce qu'on a relu le même truc, sûr, on est d'accord. Bien sûr, on se replonge dans le... Et on le relit, et on le relit, et ça pouvait être un roman. Et alors, si c'était les BD, c'était encore plus, et même que ce soit les BD de super-héros, les revues. Enfin, je veux dire... Et là, tu touches un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, le fait... Alors oui, sans faire de misérabilisme, mais le fait qu'il n'y avait pas abondance et qu'on était obligé de faire une semaine, un mois avec un même numéro, faisait qu'on revenait sur des trucs qu'on avait négligés la première fois, voire qu'on ne voulait pas lire, et qu'on finissait par lire, ou peut-être ça travaillait et ça nous ouvrait après. C'est pas pour dire c'était mieux avant, mais c'est juste pour dire que le problème de l'abondance, c'est que c'est très facile de passer d'un truc à l'autre sans s'y attarder et de rater des choses. Et il y a ce côté travail, c'est-à-dire je parle de mâchouiller, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je sais que là-dedans, il y avait le numéro où le dessin me fait carrément un peu flipper, que j'arrive pas à comprendre, que je me dis, mais c'est pas possible, ce mec même, il sait pas dessiner, quoi. C'est pas comme Raphaël, Docteur Justice, où ils sont tous beaux, on dirait un peu vraiment un super dessin, super classique, bien proportionné, les couleurs sont naturalistes. Ouais. Enfin, tu vois, il y a rien effectivement qui est là pour tout est lisible. Voilà, rien n'est là pour te choquer. Alors, effectivement, l'autre Enrixio là, comment il traite d'entrée de jeu, tu en prends tellement plein la tête que tu ne peux être que perturbé. Mais c'est ça. Ok, peut-être je n'arrivais pas à lire tout l'épisode d'une traite, mais effectivement, j'y revenais et j'y revenais une troisième fois et une quatrième et une cinquième fois. Et le fait même d'échouer peut-être à chaque fois, quand même, tu te confrontes à ce dessin, et petit à petit, je pense que ça finit par marquer ton esprit. Et peut-être qu'effectivement, ça va agir plus tard. Peut-être que ça sera sur un autre type de BD quand tu auras grandi, que si tu n'avais pas été imprégné par la violence ou la manière hyper originale qu'a ce dessinateur de traiter une planche, une couleur, une scène, un geste, il t'a en fait préparé pour le futur. Oui. Il t'a préparé à être un lecteur curieux et te dire maintenant ouais non ça a l'air quand même intéressant. Et c'est d'autant plus malin que ça devait rassurer les parents en plus. Voilà. Là t'achetais pas Pilote parce que Pilote ça devenait de plus en plus adulte à un moment. T'achetais pas les revues. Parce que moi à l'époque, effectivement, à la fin des années 70, moi le seul truc que je demande à mes parents de m'acheter, c'est Pif Gadget. Voilà, et puis j'ai ce recueil de Pilote qui est pour moi un truc genre un peu dangereux. C'est-à-dire que même c'était censé avant 10 années avant, c'était une revue, la revue d'Astérix. Et entre-temps, l'intelligence de Goscinny, on l'a dit, il a ouvert les portes à toute une bande de gens plus jeunes. Enfin, il a laissé les gens s'exprimer. Donc, c'est devenu une revue où il y a tellement de choses différentes dans un seul numéro que c'est assez incroyable. Mais moi, à l'époque, oui, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que là, on a la caution on peut prendre un petit cours d'histoire, l'histoire de France en bande dessinée. Oh, bah oui, bien sûr, on va l'acheter et tout, voilà. Et dedans, alors, il n'y a pas de choses, disons, un peu plus érotiques ou de choses comme ça, où il y a quand même un peu de violence. Ça, d'ailleurs, c'est reproché, les gens de gauche, genre Cavana, tout ça et d'où, ils disent ouais, non, mais ça c'est pourri, on dirait du western, on dirait ouais, il faut qu'il y ait de la bataille, il faut qu'il y ait de la guerre, il faut qu'il y ait du sang, un machin. Oui, ce qui peut se comprendre aussi comme point de vue, mais bon. Ce qui est un peu vrai aussi, mais ce qui est
pas permanent sur tous les épisodes, tu vois. Même dans les épisodes sur les guerres et tout, la façon dont c'est traité graphiquement, on est quand même loin d'un espèce de truc un petit peu, tu vois. Surtout qu'on s'adressait avant tout aux enfants, donc on peut pas être hyper violent non plus. Mais quoi. même, oui, il y a quelques cases de Manara ou d'autres dessinateurs qui sont plus classiques, où on voit des gens se battre. Mais quand c'est effectivement là, les quelques Italiens ou quelques Espagnols, il y a une manière d'aborder toute cette violence qui est complètement différente, quoi. Donc c'est un peu plus subtil que ça aussi, notamment en tout cas au niveau, c'est clair, du dessin. Mais oui, il y a une caution, mais ça je pense que ça a été très clair pour tout le monde, parce que tout le monde s'est servi de ça. Je parlais des professeurs tout à l'heure. Malgré les défauts de l'aspect historique, même les professeurs s'en sont effectivement servis de manière intelligente comme matériel pédagogique pour partir de là et dire, même déjà à l'époque, et il y a des témoignages là-dessus, ah oui, bah là, non, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette planche sur comment nous est présenté tel épisode, telle ou telle invention, ou ceci, cela. Donc tu veux dire qu'en classe, il pouvait y avoir un peu une analyse des planches par rapport à comment c'est orienté sur l'histoire aussi, tu veux dire? Ah bien sûr, c'est arrivé, parce qu'il y a eu quand même Tu as vu ça sur Internet? Ah oui, j'ai fait des recherches, et en plus, pendant longtemps, j'ai pas trouvé, et je suis tombé un moment sur genre 51 paragraphes qui sont que là-dessus. Là, j'ai vite tout lu parce que c'était genre aujourd'hui que je l'ai trouvé. Je désespérais de trouver un petit peu de documentation pour voir un petit peu l'accueil de la série. Et effectivement, là, c'est devenu intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque aussi qui ont directement amené ça aux professeurs. Tu vois, dans les écoles en disant ah, monsieur, regardez, c'est super. Enfin, et tu vois, ça a été un moyen de transmission. Et tout le monde s'en est un petit peu emparé. Et oui, il y avait des gens dans l'espace politique qui disaient non, c'est bien. Enfin, oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Avec plus ou moins de bonne foi. En fait, ça. Et c'est pour ça que ça a été une grande série. Et on va juste vers une dernière petite parenthèse parce que tu avais commencé aussi, tu as tout de suite noté. J'allais poser la question. Qu'est-ce que France 3 vient faire dans le Spielberg faisait là-dessus? Eh bien, figure-toi qu'en plus, donc ça tu l'as raté aussi, mais tous les soirs avant, si je ne me trompe pas, ça j'ai pas eu le temps de vérifier les grilles de programme de l'époque, mais je m'en souviens, je pense pas trop me tromper, avant les jeux de 20h, il y avait 5 minutes de montage des planches avec des bruitages en petits épisodes. Comme tu sais, à un moment, il y avait... bon, plus tard, ça n'a un peu rien à voir, mais il y avait souvent des dessins animés aussi. Et tu avais un épisode chaque soir, avant les jeux de 20h. Et c'était après, soit tu retournais au journal de la 2 ou de la 1, ou soit tu restais sur les jeux de 20h. Et avant, ils avaient une petite case de petits programmes courts. Et l'un des programmes emblématiques était, en même temps que la parution en kiosque, montage des planches, enfin filmage des planches, tu sais, avec des zooms, incroyable, avec des bruitages. Oui, comme on peut mal filmer la BD, comme ça se fait beaucoup, parce que c'est compliqué en fait. Et avec des voix off, etc. Enfin voilà, t'imagines tout le truc, mais j'imagine fait très bien. Et j'ai pas eu le temps malheureusement de voir si on pouvait en trouver sur Internet. Ah, mais il y a deux options par rapport à ça. Soit effectivement, je ne l'ai pas vu du tout, parce que chez moi, la télé, elle était assez réglementée. Donc si on regardait les jeux de 20h, on allumait à 20h et pas avant. Soit je l'ai vu et ça m'a ennuyé au possible et mon cerveau l'a zappé. C'était peut-être possible aussi, hein, vu que ton peu d'appétence pour l'histoire, ça partait mal aussi. Oui, hein, et puis c'était présenté de la même façon. Hein. Et puis pour quelques-uns de ces dessins aussi, je suis sûr qui à l'époque devaient me rebuter plus que maintenant, quoi, tu vois. Oui, pas tous, hein, il y en a qui me... C'est clair. Voilà, par contre, je me souviens pas, mais enfin, t'imagines là les planches que je t'ai montrées des expérimentaux, là, t'imagines en montage et tout, là, ça devait virer au psychédélique plus cauchemardesque, quoi, tu vois. Ouais, enfin, c'est pas non plus, on dirait là, parce qu'on dirait qu'on parle de dessins expérimentaux. Mais quand même, attends. C'est pas non. Quand même. C'est charmé, quand même. C'est audacieux, mais c'est pas non plus. Tu vois, on voit bien ce que c'est quand même. Regarde un peu le traitement de Dreyfus à la fin, quoi. On dirait, oui, bon, il est stylisé en noir et blanc et il a un point d'interrogation sur le visage. Mais en mode graphe, presque, tu vois, un graphe avant l'heure, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs de fou, quoi.
scénario où il faut dire, au début, il y avait beaucoup de... Sur les premiers fascicules, il y avait surtout des scénaristes de BD, dont justement, par exemple, avec Ribera, il y avait son camarade Christian Godard, hein, tu vois. Pareil pour notre ami Raphaël, Docteur Justice, il y avait Roger Lecureux. Ce nom je m'en souviens. Oui, parce que c'est aussi l'inventeur de Rahan. Oui, d'accord. Quand même, Rahan, le fils des âges farouches. Donc là, il était scénariste des deux en fait. Voilà. Et après, petit à petit, il y a eu, on a dit aux scénaristes de BD, bon les gars, cassez-vous, laissez venir les historiens. Mais qui sont pas forcément scénaristes. Non, bon, ça change pas grand-chose. Ouais, ça change pas grand-chose. Vu que quand même il s'agit de passer un petit peu par tous les passages obligés d'un épisode et d'essayer de synthétiser ça, je trouve que, enfin, j'ai pas tout relu, mais dans mon souvenir, c'est vraiment pas, ça change pas la donne, quoi, tu vois. C'est vraiment de ce côté-là, il y a pas de surplus, enfin non, comment on dit, de valeur ajoutée, quoi, voilà, par la venue ou en dessous, parce que ça aurait pu être l'effondrement. Ça aurait pu, exactement. Et tu dis que ça a été réédité jusqu'en 2008, c'est ça? Eh ben ouais, le Monde a, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à rechoper quelques exemplaires, puisque le Monde a eu quand même la bonne idée. Tu sais, ils font souvent des travaux d'édition à ce niveau-là. Ils ont sorti des collections de DVD, de vieux films. Ouais. Ils font des collections, voilà, des séries comme ça, même des fois des livres. Et un jour, là, j'étais comme un fou. Effectivement, ils ont ressorti ma série Histoire de France en BD. En mode. Tu n'as pas complété. Tu as acheté quelques-uns, mais t'as pas. Non, non, j'ai pas tout complété, mais parce que bon, voilà, c'était aussi. Enfin, j'étais content quand même que ça revienne. Je me suis dit à un moment, ouais, est-ce que je retente l'intégrale, et puis bon aussi, enfin ça veut dire là le Monde c'était genre toutes les semaines, donc ça allait plus vite, quoi. Et alors, parce que oui, on parlait de ce que ça pouvait ouvrir comme curiosité par rapport au dessin. Est-ce que toi ça a décuplé ton goût pour l'histoire? Alors, peut-être aussi, parce que c'est vrai que moi, j'adore ça. Et alors, justement, ouais, je vais faire un parallèle, je te remercie, parce qu'encore une fois, tu mets le doigt dessus. Et ça m'a fait penser, je voulais faire une petite aparté là-dessus, à un autre truc historique qui passait là, c'était un dessin animé, et qui m'a énormément marqué, et je pense qu'effectivement, je dois avoir un intérêt pour l'histoire, c'était Il était une fois l'homme. Oui, mais alors ça, tu vois, moi, ça je le suivais, mais en fait je le suivais parce que c'était hyper scénarisé, romancé, etc. Et qu'il y avait cette trouvaille dans c'est un animé qui, je pense, est quand même plus populaire aujourd'hui que cette série-là, dans le souvenir des gens, je pense, enfin, au niveau affectif, quoi, je dirais. Oui, non, mais de toute façon, tu peux dire qu'elle est plus populaire, parce que même si ça a beaucoup marché, et puis tu vois que ça a été réédité, la série Il était une fois l'homme, peut-être on la présentera rapidement, mais il y a eu d'autres séries derrière, sur des thèmes totalement différents. L'espace, la science. Voilà. Mais ça a plus, je pense, ça a été plus sur les autres générations aussi. Et la trouvaille, c'est que de la préhistoire jusqu'à l'histoire contemporaine, c'est 6 personnages, je crois, qu'on retrouve tout le temps, les mêmes gueules, et puis ils vont être soit des personnages anecdotiques, soit des figures historiques, et donc il y a un attachement affectif, parce que ça s'adressait vraiment aux petits quand même, enfin on a pu apprécier ça très jeune, à ces personnages, et du coup l'histoire, je dis pas qu'elle passait au second plan, mais elle était habilement en fait glissée dans les scénarios avec la famille de bons et la famille de méchants. Voilà, mais cette idée géniale de n'avoir que le même casting, les mêmes gueules, et c'était dès le générique avec la musique de Bach. Et pour le coup, toujours le même dessin. Et toujours le même dessin, pas du tout comme ça. Non. Là, il fallait être effectivement, ce générique de Bach. De Bach, la toccata fugue en ré majeur. Enfin bon, les puristes nous corrigeront en commentaire. Mais alors le générique est un modèle quand même de génie, puisque là effectivement on a une espèce de plan séquence qui est déjà même en anamorphose, enfin je veux dire le personnage est singe, il se lève et tout ça est en plan séquence. Il se transforme, voilà. Ses vêtements. Voilà, on passe par l'Égypte, on passe par la Gaule, et on comprend qu'effectivement on va tout le temps suivre le même personnage, et qu'après en plus ça va s'étendre à l'homme, la femme, les enfants. C'est générique qui est assez fascinant. Et Maestro,
qui est avec sa longue barbe sage, blanche, le sage, qui un coup va être Galilée, et un coup va être Einstein, et un coup va être voilà. Et à chaque moment, la grande histoire est pour le coup mélangée avec la petite. Il y avait ce côté-là vraiment qui était, je sais plus comment s'appelait le créateur là. Je voulais le noter, et j'ai oublié, mais c'était pas Chalot, non. Bon, non. C'était Chalopin. Ouais, je crois que c'est ça. C'était voilà, mais bon, peut-être on corrigera aussi après. Mais moi j'étais aussi énormément, très très fan de ça, et c'était en même temps. C'était, ouais, enfin, je ne me semble pas me tromper. Il n'y avait quand même pas 36 créneaux avant les jeux de 20 heures. Ah non, mais c'était en même temps. C'était peut-être un autre moment, ou alors peut-être quelques années plus tard. Ouais, je pense que c'était après. Enfin, c'était juste après. Mais ça a participé de tout ça. En tout cas, oui, je pense que par l'entremise de la BD, c'est peut-être ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour ce qui est de l'histoire. Et c'est clair que la bande dessinée là a été le pont, et je pense les témoignages aussi que j'ai recueillis allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça a rempli sa mission de très bonne idée de faire appel à la bande dessinée pour redonner envie aux jeunes de s'intéresser à l'histoire. Et alors à savoir si après voilà, il y a eu beaucoup plus d'historiens ou pas, mais visiblement quand même ça a déclenché des vocations. Ça a déclenché des vocations, et surtout il y avait une expression qui a été mais je pense que oui, voilà, il y avait un effet entraînant, c'était ce côté-là. Mais oui, il y a des témoignages qui en parlent. Bon après c'est pas comptabilisé, donc on ne sait pas combien, mais je pense que pour moi oui, ça m'a toujours ça m'a donné cette envie. Peut-être ce que j'aime dans l'histoire, c'est subitement cette notion d'ampleur. On prend un tel recul, on va tellement loin dans le temps et à différentes périodes que subitement, forcément, soit on peut avoir un vertige, enfin déjà ce vertige peut être fascinant, mais en même temps on peut avoir une forme d'humilité en se disant oui, on n'est pas grand-chose par rapport à ça. Et en même temps, c'est fascinant parce qu'effectivement, on a tout un travail sur la connaissance, sur comment les choses sont transmises, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et puis toujours, c'est ce phénomène aussi de se dire il n'y a que quelques générations qui me séparent de Vercingétorix. Parce qu'au final, si tu fais par paquet de 25 ans, une génération, en fait, ton nombre d'ancêtres avant pour aller dans n'importe quelle ère de l'histoire, en fait, c'est très très peu, quoi. Oui, et puis, c'est aussi c'est là que l'avantage de la bande dessinée ou encore plus du dessin animé, c'est que le processus d'identification, même quand on te parle de la grande histoire, il marche beaucoup plus comme ça. Tu rentres dans l'histoire, c'est pas que tu te compares à Clovis, c'est pas ça que je veux dire. Ah non. Mais tu peux le vivre, quoi. Oui, c'est à rejoindre ce qu'on disait sur Il était une fois l'homme. Je pense que ou le dessin animé ou le dessin là ont ce côté effectivement très attractif. Après, moi, c'est vrai que je lis maintenant des livres d'histoire. Oui, mais là, t'as plus besoin des dessins. Non, mais en même temps, oui, après, il faut se dire que oui, lire un livre d'histoire et tout, c'est plus compliqué, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de la postérité de ça. Est-ce que ça parlerait à des générations d'aujourd'hui ? Alors, je vais dire deux choses. Moi, alors, le problème, c'est que là, pour effectivement retrouver cette série et espérer que de jeunes lecteurs puissent la lire, ça va être compliqué. Non, bien sûr. Mais justement, pourquoi elle n'est pas rééditée aujourd'hui ? Et alors, ça, c'est la bonne question, parce que par contre, là, j'ai fait un petit peu des recherches et je ne suis pas content. Je pousse un coup de gueule. Là, le peu que j'ai vu sur les histoires de France en bande dessinée ou illustrée, bon, je vais pas être méchant, je vais nommer personne, mais je comprends pas. Parce que là, et là je parle d'un pur point de vue graphique, j'ai un gros problème. Là, je n'ai rien trouvé, alors je n'ai pas tout vu, hein. Là aussi, on pourra peut-être nous envoyer des messages d'espoir, mais je trouve que même au niveau graphique, là, il y a une perdition de qualité et de variété qui est pour moi flagrante. Alors en fait, parce que là j'ai pas vu beaucoup de traitements déjà réalistes. Je ne demande pas que ça soit forcément réaliste. On peut faire des choses aussi peut-être plus avec le style de graphisme un petit peu fréquent aujourd'hui, minimaliste, choses comme ça. Mais quand même c'est très très. Alors pour le coup il y a plus de ça maintenant. Voilà.
mais je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne chose. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est tout simplement ce format-là, il a quelque chose d'un petit peu désuet, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, pour transmettre l'histoire de France aux plus jeunes, on passe par une bande dessinée factuelle. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a des ouvrages historiques en bande dessinée qui sont super intéressants actuellement, je peux en citer 2 ou 3, Oui. Mais qui sont en fait des portraits de personnages historiques avec un angle, qu'il soit politique, qu'il soit... Je comprends ce que tu veux dire. La série de Catel et Bocquet, là, c'est un scénariste, une scénariste, un dessinateur, je crois, qui font des portraits de femmes importantes de l'histoire. Il y a Kiki de Montparnasse, il y a Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, etc. C'est des BD que je trouve très réussis, mais on n'est pas dans ce cadre plus généraliste, en fait. Non, alors moi, par contre, soyons clairs, je ne parlais effectivement que du cadre généraliste, parce qu'il y a toujours une politique éditoriale de synthétiser l'histoire de France et de la présenter. Et en plus, effectivement, l'émission aujourd'hui change, parce que là, maintenant, on peut plus se cacher derrière notre petit doigt et ne pas dire certaines choses. Et ne pas non plus, parce que ça, c'est l'un des problèmes là-dedans, de cette série, c'est que la place des femmes dedans, elle est quasiment inexistante. Soyons très clairs. Elle n'était pas dans les manuels d'histoire, elle était aussi inexistante dans les manuels d'histoire. Mais donc, c'est pour ça que ça serait quand même intéressant d'avoir là encore une vision synthétique de l'histoire de France dans cet aspect-là, avec déjà une vision d'aujourd'hui, mais encore une fois, sur un graphisme, et Dieu sait si on peut être un peu plus expérimental sans que ça choque même moins, puisque là encore, la bande dessinée a pris tellement de pistes différentes, qu'au contraire, je trouverais ce projet passionnant, tu vois. Mais là, dans le peu de recherches que j'ai fait, je ne l'ai pas trouvé, quoi, tu vois. Cette espèce, là encore, de synthèse entre plein de dessinateurs différents, plein de styles différents, et alors cette fois, là où il y aurait vraiment un ravalement de façade à faire, c'est effectivement sur la manière de raconter l'histoire et d'avoir des angles qui sont plus d'aujourd'hui, quoi, plus justes quand même. Faut le dire clairement. Voilà. Après que oui, ça explique qu'on réédite pas ces trucs aujourd'hui. Non, d'accord, déjà que c'était fait en 2008, tu vois, c'est un exploit même. Mais comme tu disais, c'était presque une vocation d'archiviste dans ce cas-là, puisque tu disais, il sortait aussi des classiques du cinéma et tout. Bien sûr. Je pense qu'en 2008, déjà, et je sais pas si tu as lu les éditos, s'ils parlent de ça. Voilà. Déjà, oui, tu l'as dit tout à l'heure. Déjà, la vision de l'histoire... Il fallait recadrer. Voilà, elle avait pris un coup. Donc c'est quand même délicat de rééditer quelque chose qui est problématique dans son approche. Mais ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que oui, bien sûr qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai lu des BD qui ont un fond historique, voilà. Mais là encore, on fait que des focus. On fait que certains épisodes. Ou alors, effectivement, on va prendre 3-4 figures. Mais moi, je parle vraiment d'un projet éditorial, et je sais qu'il y en a, et j'ai quand même essayé d'un petit peu chercher, et je trouve que ça n'a pas l'air probant. J'ai pas acheté évidemment tous les volumes, mais j'ai regardé les images, comment c'était fait. Je trouve que ça manque, voilà, ça serait vraiment hyper intéressant, parce que dans le même temps, comme moi je m'intéresse énormément à l'histoire, et que je vais souvent dans la partie histoire des librairies, au niveau histoire de France, il y a eu là encore des nouvelles histoires de France, un peu même en mode radical, avec, j'ai oublié son nom évidemment malheureusement, qui fait l'émission sur Arte, Une date dans l'histoire, et qui s'est occupé un petit peu du spectacle des Jeux Olympiques à Paris. Mais lui, il a chapeauté une nouvelle histoire de France, un épais volume de, je ne sais pas, genre plus de 1000 pages. Waouh, voilà, tu mets ton nez dedans. Ah ouais, t'as qu'une envie, c'est d'avoir les sous pour l'acheter et de t'y plonger, parce que là, effectivement, il y a des partis pris, et ça essaye de synthétiser, là encore, toute l'histoire de France, et il faut éviter plein d'écueils maintenant, tu vois. Oui, mais ça s'adresse pas à un public spécialement jeune. Alors là, non. Et c'est pour ça que je trouve que ça manque, ça serait le moment. Je n'ai pas encore vu l'objet. Peut-être qu'il existe, nos auditeurs nous écriront et nous ferons suivre. Ou alors, il faut que tu t'y mettes. L'étagère. Un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer.
Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits de History Repeating de Propeller Heads et Charlie Bassi, Le Nouveau Monde de William Scheller pour accompagner l'émission Alain Decaux raconte, 999 du groupe Gamine et la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.